ça m'a endurci, mais j'ai entendu, je vous promets que c'est vrai, sur la route de Saint-Geniès-Bellevue, Launaguet à Toulouse, de l'Union à Launaguet. Bonjour. Et écoutez bien, comment un homme qui fait sourire la France entière peut-il s'effondrer dans le plus grand silence ? Pendant des décennies, Jean-Luc Reichmann a incarné la stabilité, la réussite, le contrôle parfait. Et pourtant, derrière ce sourire familier, quelque chose s'est brisé. Un regard vide, une fatigue inhabituelle, un bonheur qui ne tenait plus. Aujourd'hui, il accepte enfin de lever le voile sur cette vérité cachée, bien plus douloureuse qu'un simple scandale, et sur son divorce avec Nathalie Lecoultre. À 65 ans, Jean-Luc Reichmann revient sur son divorce cauchemardesque avec Nathalie Lecoultre. À l'apogée de sa carrière, Jean-Luc Reichmann incarne la confiance assumée, jusqu'à montrer à l'antenne sa tache de vin longtemps cachée. À ses côtés, Nathalie Lecoultre, une famille recomposée de 6 enfants. Et pourtant, derrière cette image forte, une fragilité déjà à l'œuvre. Cette image publique, construite sur l'acceptation de soi et la réussite familiale, rassure la France entière. Jean-Luc Reichmann apparaît solide, aligné, entouré. Avec Nathalie Lecoultre, ils forment un couple discret, créatif, soudé en apparence. Mais derrière les plateaux, les tournages des télésourires maîtrisés, l'équilibre repose déjà sur des silences, des concessions invisibles et une tension que personne ne veut encore nommer. Mais à quel moment précis, une histoire que tout le monde croyait solide commence-t-elle à se fissurer sans faire de bruit ? Pour le comprendre, Jean-Luc Reichmann remonte le fil du temps, sans chronologie nette, comme on explore une maison familière où quelque chose cloche sans qu'on sache encore quoi. Il n'y a pas de scène, pas de dispute mémorable, pas d'événement déclencheur identifiable. Il y a d'abord ces détails anodins que l'on balaie d'un revers de main. Des silences à table qui durent un peu plus longtemps que d'habitude. Des conversations réduites à l'essentiel. Des regards qui s'évitent sans hostilité, mais sans chaleur non plus. Il se souvient de ces soirées où chacun semblait ailleurs, physiquement présent, mais intérieurement distant. Nathalie Lecoultre s'absente davantage, évoque des contraintes professionnelles floues, des rendez-vous tardifs, des urgences créatives. Rien d'inquiétant en apparence. Après tout, ils travaillent ensemble depuis des années. Ils connaissent la pression, les rythmes décalés, la fatigue accumulée. Jean-Luc rationalise. Il se répète que c'est normal, que les couples de longue durée traversent des phases, que l'intimité évolue. Il s'accroche à cette idée avec une discipline presque rassurante. Pourtant, quelque chose s'installe lentement, presque imperceptiblement. Une distance physique subtile, un geste qui ne vient plus spontanément, une main qui ne se cherche plus. Pas de rejet, pas de froid brutal, mais une forme d'économie affective. Jean-Luc le sent, sans oser le formuler. Il préfère penser qu'il se trompe, qu'il projette ses propres inquiétudes, qu'il dramatise. Il est habitué à tenir, à encaisser, à présenter au monde un visage stable. Admettre que son foyer puisse vaciller serait reconnaître une fragilité qu'il a toujours tenu à contenir. La tension ne monte pas par explosion, elle s'accumule par petites touches, une remarque qui reste en suspens. Un projet commun, reporté sans explication claire, une fatigue qui n'est plus partagée. À force de vouloir préserver la normalité, Jean-Luc commence à s'isoler intérieurement. Il n'en parle à personne, il ne pose pas de questions directes. Il observe, il note, il compare avec ce que la relation était autrefois. Et plus il compare, plus le décalage devient difficile à ignorer. Il y a aussi cette sensation troublante de solitude, à deux. Partager un espace, une histoire, une famille recomposée, et pourtant se sentir de plus en plus seul face à ses doutes. Jean-Luc continue de travailler, de sourire sur les plateaux, de rassurer les autres. À l'extérieur, rien ne change. À l'intérieur, une inquiétude sourde prend racine. Il se demande si le danger ne vient pas de l'extérieur, comme on l'imagine souvent, mais de quelque chose de bien plus dérangeant. L'usure silencieuse de l'intimité même du foyer. Chaque détail pris isolément est insignifiant. Mais mis bout à bout, il dessine une fracture invisible. Jean-Luc le sent confusément, sans encore accepter de le nommer. Il espère que le temps arrangera les choses, que la proximité reviendra d'elle-même. Il se raccroche aux souvenirs, aux années de complicité, aux projets partagés. Mais au fond, une question commence à le hanter de plus en plus insistante, presque obsédante. Et si ce malaise discret n'était pas passager ? Et si ce qu'il prenait pour une simple fatigue cachait une vérité bien plus profonde, prête à surgir au moment le plus inattendu ?
Et si la vérité surgissait précisément au moment où l'on cesse de la chercher? Après ces semaines de malaise diffus, Jean-Luc Reichmann ne s'attend à rien. Il n'enquête pas. Il ne soupçonne pas encore. Il avance dans le quotidien comme on marche dans un brouillard familier, convaincu que tout finira par se dissiper. La scène qui va tout faire basculer est d'une banalité presque cruelle. Une fin de journée ordinaire, une maison calme, un téléphone posé là, par oubli, sur une table. Un détail insignifiant, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Jean-Luc jette un regard distrait, sans intention, sans méfiance. Et puis cette phrase apparaît, quelques mots seulement. Trop tendre pour être anodin, trop explicite pour être mal interprété. Son esprit refuse d'abord d'enregistrer ce qu'il voit. Il relit, lentement, une fois, deux fois. Le doute s'installe, vertigineux. Il cherche une explication rationnelle, une coïncidence, une erreur, peut-être un collègue, un ami, un malentendu. Il s'accroche à cette possibilité avec l'énergie de celui qui ne veut pas tomber. Mais en quelques secondes, le doute se transforme en certitude insoutenable. D'autres messages s'enchaînent malgré lui. Des phrases qui parlent d'attente, de manque, de souvenirs partagés. Ce qu'il découvre ne relève plus de l'imagination. C'est une relation, cachée, nourrie, installée. Le sol se dérobe sous ses pieds. Ce n'est pas seulement l'idée de l'infidélité qui le frappe, mais la sensation d'avoir vécu à côté de sa propre vie, d'avoir été exclu d'un récit qui se construisait dans son dos. Puis vient le choc supplémentaire, celui qui laisse une trace plus profonde encore. Le prénom. Il le connaît. Trop bien. L'amant n'est pas un inconnu surgi de nulle part. C'est un homme proche, familier, quelqu'un qui l'a accueilli, soutenu, recommandé. Un visage associé à des souvenirs communs, à des moments partagés autour d'une table, à des discussions amicales. La trahison prend alors une dimension nouvelle, presque irréelle. Elle n'est plus seulement affective. Elle devient morale. Jean-Luc comprend que sa confiance, sa bienveillance, sa générosité ont servi de passerelle à cette liaison clandestine. Le vertige est total. Chaque souvenir récent se recompose sous un autre angle. Ses absences se flouent, ses silences prolongés, ses regards fuyants. Tout prend soudain sens, mais un sens douloureux, corrosif. Il se revoit sourire, rassurer, croire encore. Ils se revoient défendre leur couple face aux rumeurs, protéger leur intimité, refuser de douter. Et cette lucidité tardive le frappe de plein fouet. Il n'a pas seulement été trompé. Il a été maintenu dans l'ignorance avec une précision presque méthodique. Ce qui le détruit à cet instant, ce n'est pas la colère, c'est l'humiliation silencieuse. Le sentiment d'avoir été le dernier informé de sa propre histoire. Jean-Luc ne crie pas. Il ne jette rien. Il reste immobile, comme figé dans un temps suspendu. À l'extérieur, rien ne change. La maison est calme. Le monde continue. Mais à l'intérieur, un basculement irréversible vient de se produire. Il sent que quelque chose s'est rompu, définitivement, même s'il ne sait pas encore quoi faire de cette vérité. Lorsqu'elle rentre, Nathalie Lecoultre ne remarque d'abord rien. Jean-Luc l'observe. Chaque geste, chaque mot banal prend une autre couleur. Il écoute sans vraiment entendre. Il mesure l'écart entre ce qu'il sait désormais et ce qui se joue devant lui. Il ne dit rien. Pas encore. Il a besoin de comprendre, de respirer, de mesurer l'ampleur de ce qu'il vient de découvrir. Le silence devient alors une épreuve supplémentaire, presque insupportable. Dans les jours qui suivent, la tension atteint un seuil critique. Jean-Luc oscille entre le besoin de confrontation et celui de se protéger. Il se sent à la fois trahi, humilié et étrangement coupable de ne rien avoir vu venir. Il se demande comment il a pu être à ce point aveugle. Comment l'homme qui lit les autres, qui capte les émotions sur un plateau, a pu passer à côté de ce qui se jouait dans sa propre maison. La confiance, pilier de son couple, se révèle être le point de fracture le plus violent. À partir de cet instant, il sait qu'il ne pourra plus faire comme avant. La normalité qu'il s'efforçait de préserver n'existe plus. Il n'y a pas encore de cri, pas encore de rupture officielle, mais l'irréversible est là. Une vérité s'est imposée, froide, implacable. Et dans ce silence chargé, une décision commence à mûrir, encore confuse, encore douloureuse, mais déjà inévitable. Parce qu'après cette découverte, continuer à faire semblant ne serait plus une preuve d'amour, mais une négation de soi. Et Jean-Luc le sent au plus profond de lui. Plus rien ne sera jamais comme avant. Il y a des moments où le silence
devient une préparation. Après la découverte, Jean-Luc Reichmann ne réagit pas tout de suite. Il observe, il attend, il rassemble. Chaque jour qui passe alourdit un peu plus l'air de la maison. Il ne s'agit pas de vengeance, ni même de colère explosive. Il s'agit d'un besoin viscéral de vérité, d'un face-à-face devenu inévitable. La confrontation ne sera pas improvisée. Elle mûrit dans le silence, dans les nuits sans sommeil, dans les pensées qui tournent en boucle. Le soir venu, tout est étrangement calme. Pas de mise en scène, pas de tension apparente. Ils sont seuls, enfin. Jean-Luc a posé devant lui une enveloppe. À l'intérieur, des preuves qu'il n'aurait jamais imaginé devoir réunir un jour. Des messages imprimés, des photos, des dates précises, des fragments de vie parallèles, soigneusement dissimulés. Lorsque Nathalie Lecoultre entre dans la pièce, elle sent immédiatement que quelque chose a changé. Ce n'est pas une colère visible. C'est plus glacial que cela. Une absence de chaleur, un regard qui ne cherche plus à comprendre, mais à constater. Jean-Luc ne tourne pas autour du sujet. Il ne crie pas. Il ne reproche rien. Il pose simplement l'enveloppe sur la table, lentement, comme on dépose un objet fragile. Puis il prononce cette phrase courte, définitive, presque murmurée. « Je sais tout ». Ces 3 mots suffisent. Ils couplent les Handsuppler. Ils suspendent le temps. Nathalie reste figée. Elle tente d'abord de nier, de minimiser, de chercher une issue. Mais Jean-Luc ouvre l'enveloppe. Il étale les preuves, une à une, sans trembler. Les photos, les messages, les rendez-vous, les lieux. Tout est là. Il n'y a plus rien à contester. Le masque tombe. Nathalie s'effondre. Les larmes arrivent, incontrôlables. Les aveux suivent, désordonnés, chargés de fatigue et de culpabilité. Elle parle du vide, du sentiment d'éloignement, de ces années où elle s'est sentie moins femme que partenaire fonctionnel. Elle évoque la tension retrouvée ailleurs, la sensation d'exister de nouveau. Mais Jean-Luc n'entend plus vraiment les mots. Il regarde cette femme qu'il pensait connaître intimement, et il réalise qu'avec une violence sourde qu'il a vécue avec une étrangère. Ce qui le frappe le plus n'est pas seulement l'infidélité, c'est l'illusion. L'illusion d'un couple solide, d'une transparence partagée, d'un projet commun, aligné. Il comprend qu'il n'a pas seulement été trompé, mais maintenu dans une réalité tronquée. Qu'une partie essentielle de sa vie lui a échappé sans qu'il ne s'en rende compte. Tous les souvenirs récents se fissurent. Les sourires, les gestes tendres, les promesses, tout devient suspect. Était-ce déjà faux? Était-ce déjà ailleurs? Il n'élève toujours pas la voix. Cette retenue rend la scène encore plus lourde. Il n'y a pas de règlement de compte brut spectaculaire, mais une prise de conscience brutale. Jean-Luc sent quelque chose mourir en lui. Pas seulement le couple, mais l'identité qu'il incarnait. Celle de l'homme rassurant, du mari solide, du pilier familial inébranlable. Cette image s'effondre dans un silence glaçant. Il comprend qu'il ne pourra jamais revenir à l'avant, que même si le couple devait continuer, il serait désormais bâti sur des ruines. Dans ce face-à-face, il n'y a ni gagnant ni perdant. Seulement 2 êtres confrontés à une vérité trop longtemps évitée. Jean-Luc ne cherche pas à humilier. Il n'en a plus la force. Il ressent une fatigue profonde, presque physique. Une lassitude qui dépasse la douleur immédiate. Il sait, à cet instant précis, que quelque chose est irrémédiablement terminé. La confiance, une fois brisée, ne peut plus servir de fondation. Ce moment marque un sommet émotionnel discret, mais dévastateur. Sans cri, sans violence, sans scandale, le couple cesse d'exister tel qu'il a été. Jean-Luc se lève, lentement. Il ne claque pas la porte. Il ne prononce pas de phrase théâtrale. Il emporte avec lui une certitude lourde et froide. Il a vécu une histoire qui n'était pas entièrement la sienne. Et désormais, il lui faudra apprendre à se reconstruire sur une vérité nue, débarrassée des illusions. Mais à cet instant précis, il n'y a encore ni décision officielle, ni avenir dessiné. Il n'y a qu'un vide immense, chargé de tout ce qui vient de mourir. Après cette confrontation sans retour, Jean-Luc Reichmann fait un choix qui lui ressemble, le silence. Un silence public, maîtrisé, presque professionnel. Non pas pour nier ce qui vient de se produire, mais pour protéger ce qui compte encore. Les enfants d'abord. Leur équilibre, leur pudeur, leur droit à une intimité préservée. Puis l'image,
cette construction patiente de décennies, qu'il refuse de livrer en pâture au tumulte. À l'extérieur, rien ne filtre. À l'intérieur, tout vacille. Les jours suivants, l'effondrement ne se fait pas d'un coup. Il s'installe, méthodique. Les nuits deviennent fragmentées, hachées par des réveils en sursaut. Le sommeil fuit, remplacé par des boucles de pensée qui reviennent toujours au même point. Les images s'imposent malgré lui, les phrases lues, les dates, les lieux. La honte s'invite sans prévenir, sournoise, injuste. Honte d'avoir cru, honte de ne pas avoir vu, honte d'être devenu l'homme à qui l'on a menti. Il se surprend à douter de ses propres perceptions, de son jugement, de ce qu'il croyait solide en lui. Il s'isole sans le vouloir. Les messages restent sans réponse, les invitations sont repoussées. Il se retranche derrière l'argument du travail, qui devient un refuge illusoire. Les plateaux, les répétitions, les horaires serrés lui offrent une distraction temporaire, une anesthésie. Devant les caméras, le sourire tient encore, il sait faire. Il a appris. La voix est posée, le regard maîtrisé. À l'écran, rien ne trahit la tempête. Mais dès que les projecteurs s'éteignent, le corps lâche un peu plus. La douleur devient physique, diffuse, impossible à ignorer. Une fatigue lourde dans les épaules, une oppression dans la poitrine, un estomac noué qui refuse parfois la nourriture. À cette souffrance s'ajoute une pression plus sourde encore, celle des attentes. Dans un monde qui demande aux hommes de tenir, de ne pas flancher, de ne pas pleurer, Jean-Luc se sent enfermé. Montrer la blessure serait admettre la défaite. Se plaindre serait faillir. Il a longtemps incarné la solidité. Il se sent sommé de la maintenir coûte que coûte. Alors, il se tait davantage. Il encaisse. Il avance mécaniquement. Mais à force de contenir, quelque chose menace de rompre. Les signes deviennent plus nets. Les insomnies s'aggravent. Les journées s'étirent dans une brume épaisse. Il se surprend à perdre le fil, à s'irriter pour des détails insignifiants, à oublier des rendez-vous. La douleur n'est plus seulement émotionnelle. Elle envahit le corps, réclame d'être entendue. C'est à ce moment-là qu'une première main se tend. Un proche, discret, présent sans questions intrusives. Une présence qui n'exige rien, qui écoute sans juger. Jean-Luc parle peu, d'abord, des phrases courtes, des silences, puis les mots finissent par sortir. Maladroits, lourds, mais nécessaires. Cette première parole ouvre une brèche. Elle ne guérit pas, mais elle soulage. Elle lui fait comprendre que garder tout pour soi est une impasse. Que le silence, s'il protège un temps, finit par détruire. La décision de consulter un professionnel ne vient pas immédiatement. Elle mûrit lentement, comme tout chez lui. Il hésite, recule, puis accepte. Dans ce cabinet sans caméra, sans attente, il peut enfin déposer ce qu'il porte. Il met des mots sur la trahison, sur la peur d'être ridicule, sur l'effondrement de l'image qu'il avait de lui-même. L'acceptation est lente, parfois douloureuse. Dire la souffrance ne la fait pas disparaître, mais elle l'empêche de se transformer en poison. Il comprend que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une nécessité. Qu'affronter la chute ne signifie pas disparaître, mais apprendre à tomber, sans se briser entièrement. Peu à peu, il distingue ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas. La trahison n'efface pas sa valeur. La honte n'est pas un verdict. Dans cette traversée, il continue de travailler, mais autrement. Moins comme une fuite, davantage comme un ancrage. Il choisit ses mots, ses silences, ses engagements. Il se donne le droit de ralentir, de refuser, de respirer. La douleur est encore là, vive, insistante. Mais elle n'est plus seule. Elle est accompagnée, reconnue, contenue. Et dans cet espace fragile, une conviction commence à prendre forme. Pour ne pas se détruire, il faudra un jour dire, à sa manière, ce qui a été tu. Pas pour accuser ni pour exposer, mais pour reprendre la maîtrise de son propre récit. Ce jour-là n'est pas encore venu. Pour l'instant, il apprend à tenir debout, autrement, avec ses failles visibles et la certitude nouvelle que le silence absolu n'est plus une option. Et dans ce lent apprentissage, Jean-Luc Reichmann découvre une chose qu'il n'avait jamais vraiment expérimentée, l'après. L'après le choc, l'après la façade, l'après le rôle. Les journées prennent une autre texture, plus lourde parfois, plus silencieuse surtout. Il réalise que le plus difficile n'est pas de continuer à travailler ou de sourire en public, mais de rentrer chez lui et d'affronter l'espace laissé vide. Chaque pièce devient un rappel,
chaque objet, un fragment d'une vie qu'il croyait partager. Il avance à pas mesurés. Certains jours, il croit aller mieux. D'autres, une simple chanson, une image anodine, un mot entendu par hasard suffisent à rouvrir la plaie. La douleur n'obéit à aucun calendrier. Elle surgit quand on baisse la garde. Il apprend à l'accueillir sans la combattre frontalement, à la laisser passer sans la nier. Cette discipline intérieure est nouvelle, exigeante. Elle l'oblige à ralentir, à écouter ce que son corps et son esprit réclament depuis longtemps. Peu à peu, il commence à redéfinir ses priorités. Il passe davantage de temps avec ses enfants, sans chercher à expliquer, sans justifier. Être présent suffit. Il accepte aussi de dire « je ne vais pas bien » à quelques personnes choisies. Ces mots, simples en apparence, lui demandent un courage immense. Il fissure l'armure qu'il a portée si longtemps. Mais à travers ces fissures, quelque chose respire à nouveau. Sur les plateaux, certains remarquent un changement. Moins de distance, plus de gravité dans le regard. Il n'essaie plus d'être irréprochable. Il cherche à être juste. Cette transformation n'est pas encore assumée publiquement, mais elle se devine. Il comprend que l'image parfaite qu'il s'efforçait de maintenir était aussi une prison. Laisser apparaître une faille, même discrètement, devient une forme de liberté. Pourtant, une question revient sans cesse, insistante. Jusqu'où peut-on se reconstruire dans le silence? À quel moment le non-dit cesse-t-il de protéger pour devenir un mensonge envers soi-même? Jean-Luc n'a pas encore la réponse. Il sait seulement qu'un jour, il devra reprendre la parole, non pas pour exposer l'autre, mais pour se libérer lui-même, pour raconter sa vérité avec dignité, sans colère, sans vengeance. Ce jour-là se dessine lentement, à l'horizon de sa réflexion. Pour l'instant, il continue d'avancer dans cette zone intermédiaire entre effondrement et relèvement. Il apprend à habiter ses journées autrement, à accepter que la force puisse coexister avec la fragilité. Et même s'il ne le formule pas encore à voix haute, une certitude commence à s'ancrer en lui. Ce qu'il traverse n'est pas seulement une chute, c'est une transformation. Une transformation douloureuse, silencieuse, mais nécessaire. Et puis vient le moment où la nuit commence à se retirer. Lentement, sans fracas. Jean-Luc Reichmann comprend qu'il ne pourra pas se reconstruire éternellement dans l'ombre, non pas pour régler des comptes, ni pour exposer une douleur devenue intime, mais pour reprendre ce qui lui a échappé le plus longtemps, sa voix. Il décide alors de parler, mais à ses conditions. Pas dans le tumulte des rumeurs, pas dans la logique du scandale. Il choisit le temps long, les mots justes, la retenue. Lorsqu'il accepte enfin de témoigner publiquement, c'est avec une sincérité désarmante. Il ne désigne pas de coupable, il ne cherche ni vengeance ni réhabilitation. Il raconte simplement ce qu'il a traversé. La chute, la honte, la solitude, l'effondrement intérieur. Et pour la première fois, il laisse les larmes apparaître. Non comme un aveu de faiblesse, mais comme une vérité, assumée. Ces larmes, longtemps retenues, deviennent une force. Elles transforment le regard que l'on porte sur lui, mais surtout celui qu'il porte sur lui-même. À cet instant, Jean-Luc n'est plus une victime silencieuse. Il est un homme debout, conscient de ses blessures, mais aussi de sa capacité à les traverser. En reprenant la parole, il se réapproprie son récit. Il ne laisse plus les autres parler à sa place. Il affirme que l'on peut être brisé sans être détruit, que l'on peut perdre un amour sans perdre sa dignité. Cette parole libérée marque un tournant. Elle clôt un chapitre et en ouvre un autre, plus exigeant, mais plus juste. La séparation est alors assumée, sans haine ni mise en scène. Les choix concrets suivent, un nouveau lieu de vie, un rythme différent, des priorités réajustées. Il apprend à vivre autrement, à ralentir, à dire non, à préserver des espaces de silence choisis et non subis. Il se recentre sur l'essentiel, ses enfants, quelques amitiés fidèles, le travail, mais un travail désormais aligné avec ce qu'il est devenu. Moins de performance, plus de sens. Peu à peu, la douleur se transforme. Elle ne disparaît pas totalement, mais elle change de nature. Elle devient matière à transmission. Jean-Luc écrit, réfléchit, partage. Il accompagne d'autres voix blessées, d'autres silences, trop lourds, sans posture, sans leçon, simplement en témoin. Il découvre que raconter sa chute peut aider d'autres à se relever, que la fragilité assumée ouvre parfois plus de portes que la force affichée. Son histoire dépasse alors largement la sienne. Elle touche à quelque chose d'universel,
La trahison peut briser, oui. Mais elle peut aussi révéler nos angles morts, nos dépendances, nos illusions. Le silence protège parfois, c'est vrai. Mais trop souvent, il détruit lentement de l'intérieur. Et dans une société qui valorise le contrôle et la maîtrise, la vulnérabilité devient un acte de courage. Aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann avance autrement, plus conscient, plus ancré. Sa vie n'est plus un modèle parfait, mais une trajectoire humaine faite de lumière et d'ombre. Il ne prétend pas avoir toutes les réponses. Il sait seulement que tomber n'a pas été la fin. Cela a été le début d'une autre vérité. Une vérité moins confortable, mais plus authentique. Et nous, face à nos propres silences, à nos chutes, à nos blessures cachées, que ferions-nous ? Continuer à tenir, coûte que coûte, ou accepter de tomber pour mieux nous relever ? Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné avec votre propre parcours, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre expérience compte. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Parce que derrière chaque visage familier, il y a une histoire. Et parfois, elle nous ressemble plus que nous ne l'imaginons.